En 1915, une entreprise commune d'eugénisme a été organisée par John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone, et Madame Harriman, mère du futur homme d'État Averell Harriman. Ils avaient déjà consolidé leur monopole dans le pétrole, les chemins de fer, l'acier et les industries bancaires. Ils ont donc cherché à préserver leur vaste richesse et à faire progresser leurs intérêts en investissant dans des méthodes de contrôle et de réduction des populations. L'objectif de l'eugénisme était et reste d'éliminer les personnes que l'élite jugeait inférieures sur le plan génétique. Ils ont financé une campagne de lobbying massive pour la promulgation de lois visant à stériliser ceux qu'ils jugeaient inaptes. Les lois sur la stérilisation ont d'abord été promulguées dans 28 États des États-Unis. Leur objectif était de stériliser 10% de la population américaine, soit 15 millions d'Américains. Cet objectif devait être atteint sous prétexte d'améliorer la santé publique et la race humaine. Ces lois sur la stérilisation ont servi de modèle aux lois nazies sur l'hygiène raciale. Pendant plus d'un siècle, les Rockefeller ont continué à être les plus grands bailleurs de fonds et les moteurs de l'eugénisme et du programme de dépopulation. Voilà donc de quoi je veux surtout parler. La grippe espagnole de 1918. On estime qu'elle a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. Cette pandémie catastrophique a été entourée d'un faux récit pendant plus d'un siècle. Un examen des faits révèle une pléthore de similitudes entre ce faux récit de la pandémie de 1918 et celle du coronavirus de 2020. La pandémie de 1918 n'a pas émané d'Espagne. Ce n'était pas une grippe, elle n'a pas été causée par un virus. En l'identifiant à tort comme une grippe venue d'Espagne, on a contribué à en dissimuler la véritable nature et l'origine. En 1918, alors que les États-Unis entraient dans la Première Guerre mondiale, les effectifs militaires ont été portés à 6 millions d'hommes, dont 2 millions ont été envoyés sur les champs de bataille en Europe. Les scientifiques de l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, aujourd'hui l'Université Rockefeller, ont saisi l'occasion de tester un vaccin expérimental sur ce nouveau groupe de cobayes humains désormais disponible. Peu de gens réalisent que la maladie a tué bien plus de soldats de tous les camps que les mitrailleuses et le gaz moutarde ou tout autre élément associé à la Première Guerre mondiale. En janvier 1918, un vaccin expérimental contre la méningite, fabriqué à partir de chevaux, a été testé sur des soldats. C'est Frederick Gates, président du conseil d'administration de l'Institut Rockefeller et administrateur de la Fondation Rockefeller, qui a lancé l'expérience à Fort Riley au Kansas en janvier 1918. Dans le rapport qu'il a publié en 1918, il note que le vaccin a été administré en 3 doses aléatoires, ce qui n'est pas tout à fait exact. 4 792 hommes ont reçu la première dose, 4 257 ont reçu la deuxième et seulement 3 702 ont reçu les 3 doses. Le docteur Gates ne dit pas ce qui est arrivé aux 1090 hommes qui ne se sont pas présentés à la 3e dose. Gates a écrit que peu de temps après avoir été injectés, les soldats présentaient des symptômes semblables à ceux de la grippe, notamment de la toux, des vomissements et de la diarrhée. Ces réactions simulaient, selon lui, le début d'une méningite épidémique. Mais le docteur Gates a balayé cela d'un revers de main et déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une véritable méningite. On peut se demander sur quelle science il s'est appuyé. Des épidémies de grippe ont été enregistrées dans 14 des plus grands camps d'entraînement des forces armées. Les troupes récupérées ont porté et transmis l'infection à des soldats sains sur les champs de bataille d'Europe. Un rapport de 2008 a étudié les taux de mortalité et d'invalidité dans le monde entier pendant la pandémie. Ils ont décrit comment les bactéries se propageaient rapidement des personnes infectées à d'autres, en particulier dans des environnements surpeuplés
tels que les services hospitaliers, les casernes des camps militaires, les navires de transport de troupes et les mines. Quelques 9004 personnes dans le monde ont été autopsiées pour prouver que la grippe de 1918 n'était pas une grippe. D'après les cultures longues des autopsies, une pneumonie bactérienne a tué au moins 92,7% d'entre eux. Lorsque la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11 novembre 1918, les soldats sont rentrés chez eux, propageant la pneumonie bactérienne meurtrière dans le monde entier. L'un des témoins oculaires les plus importants était le docteur Eleanor McBean. Elle fut témoin du carnage humain à l'âge de 13 ans. Elle et sa famille afro-américaine ne se sont pas fait vacciner. Ils sont restés en bonne santé tout au long de la pandémie. Elle est devenue médecin et a écrit plusieurs livres, dont L'aiguille empoisonnée en 1957, Vaccination, le tueur silencieux, 1977, et Exposé sur la grippe porcine en 1977. Elle a fourni des descriptions très vivantes. Je vais en lire un extrait. Lorsque la grippe était à son apogée, tous les magasins étaient fermés, ainsi que les écoles, les entreprises et même l'hôpital, car les médecins et infirmières avaient été vaccinés et étaient atteints de la grippe. Il n'y avait personne dans la rue. C'était comme une ville fantôme. Nous semblions être la seule famille qui n'avait pas attrapé la grippe. Mes parents sont donc allés de maison en maison, faisant ce qu'ils pouvaient pour soigner les malades, car il était impossible de trouver un médecin. S'il était possible que des germes, des bactéries, des virus ou des bacilles de provoquer des maladies, ils avaient tout loisir d'attaquer mes parents alors qu'ils passaient tant d'heures par jour dans les chambres de malades. Mais ils n'ont pas eu la grippe. Et ils n'ont pas ramené le germe à la maison pour nous contaminer, nous les enfants. Aucun membre de notre famille n'a eu la grippe, pas même un rhume. Et c'était en hiver avec de la neige épaisse au sol. Un document a identifié le vaccin expérimental contre la méningite bactérienne comme le principal coupable. Elle a écrit que seuls ceux qui ont été vaccinés ont péri. Cela vous semble familier? Une telle catastrophe générée par un vaccin peut-elle se reproduire? Je pense que vraiment cet exemple est extrêmement important. Mais ensuite, les acteurs. OK, numéro 7, en 2018. PBS, qui est la radiodiffusion publique, a diffusé un documentaire, La Première Vague, qui comble certaines des lacunes que le Dr Gates n'a pas divulguées. Nous avons appris que le 11 mars, le chirurgien du camp de Fort Riley était confronté à la première vague de la pandémie. 100 hommes par jour entraient à l'infirmerie avec la même maladie. Quelques 2 millions de soldats américains ont reçu le vaccin expérimental de Rockefeller. C'est pour affaiblir leur système immunitaire avant qu'il ne soit envoyé en Europe. Et lorsque la guerre a pris fin, l'Institut Rockefeller a envoyé la concoction mortelle de la méningite pour qu'elle soit utilisée chez les civils en Angleterre, en France, en Belgique, en Italie et dans d'autres pays d'Europe occidentale, propageant ainsi l'épidémie dans le monde entier. La décision d'expédier le vaccin mortel à l'étranger était-elle prise alors qu'ils savaient déjà ce qu'ils faisaient? Était-ce simplement pour aider les autres ou cela faisait-il partie d'un plan de génocide eugénique?